Moi, je suis astronome. Alors, la première chose qu'on peut se dire, c'est oui, en quoi suis-je autorisé à parler de la forêt? En fait, je suis directeur de recherche au CNRS et membre de l'Académie des sciences. Mais ici, je ne m'exprime pas ni au nom du CNRS, ni au nom de l'Académie des sciences. Ce que je dis ici n'engage que moi. Comment j'en suis venu à m'occuper de la forêt? Bon, déjà, j'habite le Vaudoué, qui est en lisière de la forêt des Trois Pignons, qui est une des forêts du massif de Fontainebleau. Et fin 2019, j'étais président d'une petite association locale et on a eu la nouvelle de l'existence d'un très gros chantier qui allait se faire juste à côté sur un domaine extrêmement sensible du massif des Trois Pignons, puisque c'est ce qui est à l'intérieur du circuit des 25 bosses. On a appris fin novembre que ce chantier allait avoir lieu le 6 janvier. On avait très peu de temps pour bouger, mais en gros, on s'est mobilisé très vite, on pouvait le faire parce qu'on avait déjà cette petite association. Ça aboutit, je le fais court, à un débat où on a réussi à faire venir les gens de l'ONF, et après 3 heures de débat, le chantier a été annulé. Donc, à la surprise générale d'ailleurs. Par la suite, je dirais qu'il n'était pas question de passer son temps à se battre avec l'ONF. Ce n'était pas l'idée. L'idée, ça a été plutôt d'essayer de mieux comprendre les problèmes de la forêt. Aussi, à travers cette action, cette mobilisation, j'ai pu me rendre compte que les problèmes étaient compliqués, multifactoriels. Et c'est là que j'ai proposé, au sein de l'Académie des sciences, de s'intéresser à ces problèmes de la forêt. Ça a été tout de suite bien reçu et on a fait un groupe de travail sur la forêt pendant 2 ans et j'ai été co-rédacteur du rapport final. Alors, quel est le contexte? Le contexte, c'est celui du réchauffement climatique. Le contexte du réchauffement climatique, donc ça c'est extrait du dernier rapport du GIEC, les températures moyennes au cours du temps et les pronostics avec des scénarios très pessimistes où on va avoir une augmentation forte de la température, 4 degrés, des scénarios très optimistes à 2 degrés, un scénario intermédiaire autour de 3 degrés. Pour atteindre ce scénario intermédiaire, il faut suivre les résolution des accords de Paris, c'est-à-dire qu'il faut passer à l'échelon 2050 à une émission de CO2 nulle. Sachant qu'aujourd'hui, on émet 390 millions de tonnes de CO2. Qu'est-ce que ça voudra dire dans tous les cas? Une augmentation de 2 degrés. Eh bien, c'est pas compliqué, vous avez la canicule de 2003. La canicule de 2003, c'était un événement rare. En fait, ça c'est l'histogramme des températures moyennes en été. Mais si on augmente de 2 degrés, ce qui est dans le scénario moyen, ça deviendra un élément fréquent. Et si on augmente de 3 degrés, ça deviendra la norme. Cette augmentation de température est essentiellement due à l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère. Je vais vous montrer un bilan de ces émissions de CO2. On émet, à travers l'industrie et les transports, enfin toute l'activité humaine, 9 gigatonnes de carbone par an dans l'atmosphère. Ces 9 gigatonnes, ils ne vont pas rester tous dans l'atmosphère. Heureusement, il y a 2 puits de carbone, à peu près pour moitié. L'un, c'est les océans, et l'autre, c'est la forêt. Donc la forêt, c'est à peu près la moitié du puits de carbone mondial. Et il reste 4 gigatonnes qui font une augmentation des émissions des gaz à effet de serre. En France métropolitaine, on récolte 55 millions de mètres cubes de bois. Ces 55 millions de mètres cubes, c'est à peu près 40 en récolte commercialisée et 16-17 en bois autoconsommé. Le bois autoconsommé, c'est les propriétaires qui coupent du bois pour se chauffer essentiellement, donc tout part à la chaufferie. Le bois commercialisé, il se distingue dans 3 catégories, bois d'œuvre, bois d'industrie, bois énergie. Mais il faut faire attention, le bois d'œuvre, donc c'est ce qui fait les poutres et les planches. Alors on se dit, ah c'est bien, ça stocke le carbone. Mais le bois d'œuvre,
En fait, il y a la transformation. Quand vous faites la transformation pour faire des poutres et des planches, ça c'est le bois vendu, pas sur pied, mais vendu débité. En fait, il n'y a qu'un tiers qui passe dans les poutres et les planches. Les 2 tiers vont en résidu de transformation, avec une partie qui va se retrouver en bois d'industrie et une partie directe à la chaufferie. Et puis le bois d'industrie, c'est une catégorie moins bonne qui va servir à faire de la pâte à papier, du bois de trituration, des piquets et des choses comme ça. Mais c'est pareil, dans la transformation, il y a un tiers qui passe à la chaufferie. Et donc au total, si on regarde cette récolte commercialisée, finalement, les 2 tiers vont directement à la chaudière. Et il n'y a qu'un tiers qui va dans des produits finis. En Île-de-France, c'est bien pire. Donc vous voyez, ça c'est les répartitions, la moyenne nationale, ce que je montrais tout à l'heure. En fait, dans la moyenne nationale, on a en bois d'œuvre 50%, mais en Île-de-France, en fait, on n'a que 29%. Là, on aurait normalement 26% de bois industrie, mais en Île-de-France, on n'a que 17%. Donc ça veut dire que en Île-de-France, le bois coupé va encore plus directement à la chaufferie. Une bonne raison, c'est qu'il n'y a plus d'industrie de transformation du bois en Île-de-France. Ça, c'est l'évolution au cours des années du nombre de scieries en Île-de-France, il n'y en a plus. Ce qui fait que ce bois d'industrie, il a quasiment disparu au profit du bois d'énergie. C'est beaucoup plus simple d'aller envoyer finalement le bois directement à la chaufferie plutôt que d'essayer d'en faire quelque chose qui va faire par exemple de la laine de bois qui pourrait servir à stocker à la fois du carbone et servir à l'isolation. Il faut, pour mieux comprendre, il faut regarder un petit peu l'évolution du stock de carbone dans la forêt. Le stock de carbone, alors je vais distinguer le stock et le flux. Le stock, c'est ce que vous avez dans votre compte en banque. Le flux, c'est ce qui arrive tous les mois. Le stock de carbone dans la forêt, on pense toujours à la partie aérienne, mais en fait, le stock qui est dans le sol est aussi gros que le stock dans la forêt. Donc quand vous coupez des arbres, si vous conservez le sol, vous conservez une partie du carbone, mais si vous détruisez le sol parce que vous avez fait une coupe rase et un arrachage de souche, vous émettez 2 fois plus de carbone. Le flux maintenant. Le flux, ça correspond à l'activité biologique de la photosynthèse. C'est grâce à la photosynthèse, on va capter 38 millions de tonnes de carbone par an, qui vont se répartir à la fois essentiellement dans la partie aérienne, un petit peu va se mettre dans le sol. Donc le sol, il met très longtemps à se construire. C'est-à-dire que quand vous détruisez le sol, vous détruisez quelque chose qui est très vieux, il faudra énormément de temps pour le reconstituer. Alors bien sûr, ça c'est ce qu'on gagne, mais il y a des pertes. Il y a des pertes par la mortalité naturelle, on perd 7 millions de tonnes. Et donc, si on fait la différence des deux, on se retrouve avec 30 millions de tonnes de carbone stockées par la forêt. 30 millions de tonnes de carbone, bien sûr, c'est ce qui se passerait s'il n'y avait aucune intervention humaine. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir la coupe. La récolte, c'est 20 millions de tonnes, avec en fait une partie de perte d'abattage, bois d'œuvre, bois d'industrie, bois énergie. Et alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que les objets, donc on se dit bois d'œuvre, donc ça c'est bien, on fabrique des poutres, des planches, des meubles. On peut se dire, là on a stocké du carbone. Mais en fait, on a quasiment autant, chaque année, on stocke quasiment autant que ce qu'on perd par tous les produits en fin de vie. Donc le stockage final, l'amélioration du stock, c'est juste 0,6 millions de tonnes. Et en fait, tout le reste finalement repart dans l'atmosphère, soit parce qu'on le brûle, soit parce que c'est des produits en fin de vie qui sont en décomposition. Et donc, finalement, ce qui repart dans l'atmosphère, c'est quasiment équivalent à la récolte. Vous voyez, 20 millions de tonnes ici. Et ce qui va rester, donc le puits de carbone, ça va être la différence des deux, ça va faire 10 millions
de tonnes de carbone, et si on les convertit en CO2, ça fait 39, il faut multiplier par 3,7, ça fait 39 millions de tonnes de CO2, ça c'était dans le rapport 2023. Et ça, je vous rappelle, c'est quand même très important, c'est 10% des émissions qui sont absorbées par la forêt française. Le gros problème, c'est que ce puits de carbone qui est ici est en décroissance. Alors là, c'est négatif en fait, donc là, mais là, l'amplitude est en décroissance. Depuis 10 ans, c'est en décroissance forte. En fait, cette décroissance, elle est due à 3 facteurs. Une perte de croissance de la forêt parce que plus il fait chaud, moins la photosynthèse marche. Ça, c'est une première raison. Et puis aussi, les espèces ne sont pas adaptées à ce température plus élevée. On a une augmentation de la mortalité de 54% en 8 ans. Et aussi, on a eu dernièrement une augmentation des prélèvements parce que c'était ce que préconisaient toutes les politiques publiques. En gros, ils avaient un message qui est très contestable, mais là, je ne vais pas le détailler ici, c'est « pour lutter contre le réchauffement climatique, il faut couper plus ». Bon. Mais ici, je ne vais pas parler de ça, de ces politiques publiques. Je vais vous parler des fables, non pas de La Fontaine, j'aurais pu en parler, mais des fables de l'ADEME. L'ADEME, qui fait par ailleurs tout un tas de bonnes choses, mais là, en l'occurrence, pas vraiment. L'ADEME, c'est l'Agence nationale pour la transition écologique, et l'ADEME vous raconte que si vous brûlez du bois, vous n'émettez pas de CO2. Ou, en gros, ce qu'il vous raconte, c'est que vous émettez 12 grammes de CO2 par kilowattheure. 12 grammes de CO2 par kilowattheure, je vous dis tout de suite, le vrai chiffre, c'est 368 grammes. Alors pourquoi l'ADEME dit 12 grammes ? Parce que l'ADEME ne compte que la coupe et la transformation, le transport. Donc quand vous faites de la plaquette forestière avec très peu de transformation, ça le donne 12 grammes. Alors vous pouvez me dire, ah oui, mais l'ADEME ne dit pas que ça, l'ADEME va expliquer correctement les choses. Eh bien non. Voici une plaquette qui est une plaquette de l'ADEME de 4 pages. Vous pouvez la retrouver en scannant le QR code ici. Cette plaquette est envoyée aux collectivités, aux municipalités, pour les inciter à installer des chaudières, des chaufferies à bois. Et on peut lire, vous voyez, les communes sont les acteurs essentiels à la mise en œuvre de la loi relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable. Elles ont un rôle majeur à jouer dans le développement de ces filières nécessaires à la lutte contre le changement climatique et au renforcement de notre souveraineté énergétique. Donc en fait, ça c'est le message à travers cette plaquette. Et si vous regardez cette plaquette, vous ne verrez qu'un seul chiffre, celui-là, 12 grammes de CO2 par kilowattheure que je citais tout à l'heure. Nulle part il n'est dit que ce chiffre ne tient pas compte des émissions du bois quand on le brûle. On vous raconte tout un tas de choses, comment installer la chaudière, comment obtenir des subventions, puisque là c'est fait pour obtenir des subventions de l'ADEME pour la mise en place de ces chaufferies. Et en plus, donc ça c'est pour les municipalités, mais en plus ce message que le bois n'émet pas de CO2 quand on le brûle, la raison est, en fait c'est un problème comptable qui s'est fait à partir de mesures de comptabilité, en particulier du GIEC, qui était de dire, je vous ai montré tout à l'heure, quand on coupe du bois, on a quasiment autant d'émissions que ce qu'on a coupé. Donc ils se sont dit, pour faire nos comptabilités, c'est pas compliqué, on va compter comme émission, on ne va pas regarder ce qui se passe, on va compter comme émission en CO2 tout le bois coupé. Donc, mais ça, c'est pour faire la comptabilité nationale de ce qui se passe globalement. Et à partir de ce raisonnement, eh bien, on supprime les émissions du CO2. Mais ça change tout. Ça change tout parce que le message qui est transmis au public, c'est si vous brûlez du bois, vous n'émettez pas de CO2.
Et c'est quelque chose de profondément faux. C'est-à-dire qu'on n'a pas, un règlement administratif n'a pas le droit de changer les lois de la physique. Et en plus, ce message, eh bien, il est repris par tous les vendeurs de poêles. Les vendeurs de poêles vont vous dire, si vous brûlez du bois, du granulé, vous émettez 10 fois moins de CO2 que du gaz. 20 fois moins d'émissions par rapport au fioul et 10 fois moins par rapport au gaz. Et ils vous disent source ADEME. Et si vous regardez, tous les bilans énergétiques sont faits à partir des sources de l'ADEME. Et vous avez un tableau dans les chiffres de l'ADEME qui vous dit un peu, c'est très détaillé, vous avez, si vous brûlez du granulé, alors le bilan est un peu plus, vous émettez un peu plus, parce que peut-être 20 grammes, parce qu'il y a la transformation pour faire du granulé, mais nulle part on vous dit que le vrai chiffre c'est 368 grammes. Donc vous avez encore là, chauffage au bois pour limiter le réchauffement climatique, une solution écologique et économique. On arrête. Mais on va faire le compte, donc sur le bois énergie. Si je coupe du bois, de bois coupé, il a de l'eau aussi, du bois vert. En fait, il y a à moitié d'eau, donc c'est 1 kg de bois coupé, c'est 500 g de bois sec. Le bois, c'est essentiellement de la cellulose, donc c'est composé de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Et on peut très bien calculer dans quelle proportion. On regarde juste les poids moléculaires, les poids atomiques, et on trouve qu'on a 50% de carbone et 44% d'oxygène et le reste en hydrogène. Quand on brûle du bois, eh bien c'est de l'oxydation. On prend une molécule de cellulose, on rajoute de l'oxygène et on émet du CO2 et de l'eau, et de la vapeur d'eau. Et vous voyez bien ici que les atomes de carbone que vous avez ici se retrouvent en CO2. Et donc en fait, le poids ici, c'est facile à calculer. Vous pouvez très bien calculer ce qui se passe. Et vous trouvez que qu'un kilo de bois sec contient pour moitié de carbone, c'est ce qui est donné ici, et on obtient à la fin, vous passez au CO2, vous multipliez par 3,67, et donc 1,8 kg de CO2. Donc chaque fois que vous brûlez 1 kg de bois sec, vous obtenez, et quand je dis sec, c'est 0 vapeur d'eau, vous obtenez 1,8 kg de CO2. Et ça, vous pouvez avoir la chaudière la plus performante du monde, vous ne changerez rien à ça. Ça, c'est de la physique élémentaire ou de la chimie élémentaire, ce que vous voulez. Mais ça, vous ne pouvez pas le changer. Je reprends ce kilo de bois sec, 1,8 kg de CO2. Combien vous avez produit d'énergie? Eh bien, vous avez produit 5 kWh. Ça, c'est des données thermiques. Et pour savoir combien ça fait par kilowattheure, vous faites la division, 1,8 par 5. Et vous obtenez 367 grammes. C'est aussi simple que ça. Donc ce chiffre, personne ne peut le contester. Et pourtant, l'ADEME trompe le grand public en disant on n'émet pas de CO2. Voilà les émissions pour les autres. Les émissions, donc ça c'est pour juste une molécule de méthane par exemple, vous émettez 2 fois moins. Donc si vous brûlez du gaz, vous émettez 2 fois moins de CO2. Donc le chauffage au bois émet 2 fois plus de CO2 que le chauffage au gaz. Et c'est ça que j'appelle les fables de l'ADEME. Alors, que va dire l'ADEME quand on leur dit ça? Ou bien toute personne qui est impliquée dans ce schéma global. En fait, ils vont vous dire « Ah oui, mais le bois, ça repousse ». Donc on va regarder un petit peu comment il repousse le bois. Donc là, effectivement, si on prend une forêt, au début c'est des tout petits plants. Donc là c'est le flux, la production de carbone, donc c'est le carbone stocké par an dans la forêt, en fonction de l'âge ici. Une forêt au début elle est toute petite, elle stocke presque rien, et puis plus elle grandit, plus elle va stocker. Jusqu'à un maximum ici, mettons, là j'ai pris des chiffres qui correspondent à la forêt française moyenne. C'est un arbre fictif qui représente la moyenne de ce qui se passe dans la forêt, en France. Donc, on a à 50 ans, en fait, à peu près un maximum. Et l'âge moyen de la forêt, c'est 60 ans. Donc, je vais considérer qu'on la coupe à 60 ans. Si on coupe à 60 ans, et le modèle c'est un modèle très classique de croissance forestière, qui est encore utilisé maintenant. L'avantage qu'il a, c'est qu'il est simple, il permet d'avoir une intuition. On se dit,
je prends 1 hectare, je fais une coupe rase de 1 hectare de ma forêt qui a 60 ans. Je perds 15% de perte d'abattage et j'obtiens 64 tonnes de carbone. Combien il faut de temps pour reconstituer ce stock dans la forêt? C'est pas compliqué. La forêt, elle a mis 60 ans à pousser, je l'ai coupée, elle va mettre encore autant de temps à reconstituer le stock. Donc elle mettra 60 ans. Donc, maintenant, je laisse ma forêt tranquille et je brûle du gaz pour obtenir la même quantité d'énergie. J'ai une émission de CO2 qui est 2 fois moins grande. Ma forêt, elle est ici. Donc, elle est à un moment où elle stocke beaucoup. En fait, combien de temps elle va mettre pour stocker ces 32 tonnes de carbone émis? Elle va mettre 17 ans. Maintenant, je pourrais me dire, ah oui, alors on m'a dit, ah oui, mais le gaz, d'où vient le gaz? Donc à ce moment-là, on fait un autre scénario, on prend le mix énergétique français actuel, hors renouvelable, et on obtient 15 ans pour récupérer la même énergie. On a une émission qui est récupérée en 15 ans. Une autre manière de voir les choses, c'est ceci. C'est la même chose, mais vue sous un angle différent. Ma forêt, c'est la courbe de tout à l'heure, sauf que là, c'est le stock, c'est plus le flux. Je laisse ma forêt pousser. Donc au début, elle pousse de plus en plus vite, et puis après, quand elle vieillit, elle pousse moins vite. C'est la courbe en violet, donc c'est la libre évolution. Maintenant, si je coupe ma forêt au bout de 60 ans, là j'ai mis 60, je la laisse repousser, je coupe, je laisse repousser, donc ça c'est le stock en forêt. Et je veux tenir compte aussi du fait que quand j'ai coupé ma forêt pour la brûler, j'ai évité d'utiliser des énergies fossiles, donc pour la moitié. Et donc, en fait, si je prends non pas juste la forêt, mais la forêt plus les énergies fossiles, le stock de CO2 va varier comme ça. Le stock de carbone va varier comme ça. En fait, on compte donc la substitution énergie. À partir de quand on obtiendra un meilleur bilan en ayant coupé qu'en ayant laissé la libre évolution et brûler du gaz? Eh bien, tout simplement au bout de 240 ans. Donc le temps réel pour une coupe rase, c'est 240 ans. Je ne pense pas que ce soit le temps de l'échelle de temps du réchauffement climatique qui est à l'échelle 2050 aujourd'hui. Ça, c'est ce qui se passe si on coupe une forêt pour la brûler. Bon, il y a du bois qui est de nature différente. Il y a du bois qui est en fait obtenu par des déchets ou bien du bois d'éclaircie pour assurer la gestion sylvicole. Donc là, c'est différent. De toute manière, on est obligé de le couper. Alors là, la question se pose un peu différemment. Mais en fait, le problème, c'est que avec les messages de l'ADEME et les politiques publiques incitant à installer des chaufferies, on a un appel très fort pour du bois énergie. Et cet appel très fort incite à faire même des coupes rases qui vont directement à la chaufferie sur tout un tas de parcelles. C'est la partie qui est finalement subventionnée. Si au lieu de faire du bois énergie, on fait du bois d'œuvre, donc là c'est un petit peu plus compliqué, mais là ça c'est courbe, c'est la même chose que tout à l'heure, mais qui tient compte de tout. Donc la forêt qu'on a coupée, mais qui est envoyée intégralement en bois d'œuvre, on a une partie qui est en stock dans les matériaux, mais qui décroît au cours du temps et qui finit en fin de vie, et on a une partie de la partie bois énergie qui vient de ce bois d'œuvre, qui est compensée comme tout à l'heure. À ce moment-là, la courbe du bilan, c'est la courbe rouge, et vous voyez ici, on a une courbe qui suit quand même à peu près la même que la libre évolution. Donc on peut se dire, oui, si on fait du bois d'œuvre, on a en fait un bilan qui est proche finalement de ce qu'on peut faire de mieux. Mais je vous l'ai montré tout à l'heure, le bois d'œuvre, c'est qu'une toute petite partie de la consommation de bois. Donc en gros, ce qu'il faut éviter,
qu'on coupe du bois directement, globalement sur une parcelle, pour faire du bois énergie. Je vous ai dit, ce que je prenais, c'était une référence moyenne, qui correspond à la forêt française moyenne. Si je prends du pin maritime, eh bien, ce sera un peu plus tôt. Et si je prends une forêt de chêne, l'équilibre, il n'est pas atteint au bout de 240 ans, mais au bout de 486 ans. Donc ça veut dire que vous pouvez laisser votre forêt de chêne pousser encore avant de compenser la libre évolution. Alors bien sûr, actuellement avec le réchauffement climatique, on a quand même des chênes ici en Île-de-France qui sont en mauvais état. Donc ça c'est différent. On a des chênes pédonculés qui sont dépérissants. Vous ne pourrez pas les garder 486 ans et on peut discuter du fait de les abattre pour faire du bois d'œuvre justement avant qu'ils deviennent impropres à faire du bois d'œuvre et qu'ils doivent être envoyés en bois énergie. Donc c'est ça que j'appelle les fables de l'ADEME. Et en fait, elles viennent d'un grand principe qui est de faire croire aux gens qu'il y a deux types de CO2. Le bon CO2, c'est celui qui est émis par la combustion du bois et qui est recapté par la forêt. Et ça, c'est la molécule de CO2, c'est une molécule linéaire comme ça. Et le mauvais CO2, c'est celui qui est émis par une chaudière à gaz et qui, lui, reste dans l'atmosphère et contribue au réchauffement climatique. Alors là, vous voyez bien qu'il y en a un qui est bon, il est en rose, et l'autre, il est en mauvais, il est en bleu. Mais vous vous doutez un petit peu que la réalité, c'est pas celle-là. La réalité, c'est qu'il n'y a ni bon ni mauvais CO2. Les deux, une fois qu'ils sont émis dans l'atmosphère, il n'y a aucun moyen de discerner s'il vient de la combustion du bois ou de la combustion du gaz. Et les deux vont être recapturés de la même manière par les puits de carbone que sont la forêt ou les océans. La seule différence, c'est que par la combustion du bois, vous émettez 2 fois plus de CO2 que par le gaz. Je vous rappelle aussi que le chauffage au bois, c'est la première source de pollution atmosphérique en Île-de-France et qui est, selon Santé publique France, responsable de 6000 décès prématurés en Île-de-France. Et cette pollution, c'est la partie jaune ici. Si on regarde l'évolution au cours du temps, là sur 15 ans, en fait, initialement, on avait une grosse partie des transports. Mais celle-là, elle a été divisée par 3 en 15 ans, avec des mesures drastiques. En revanche, l'industrie aussi, divisée considérablement. En revanche, pour la partie ici, qui est essentiellement due au chauffage au bois domestique, il y a eu juste une baisse de 30%. Donc ça, c'est juste mes conclusions, hein. C'est de dire que l'ADEME doit cesser de nous enfumer et de vouloir changer les lois de la physique. La combustion du bois dégage 367 grammes de CO2 par kilowattheure et non 12 grammes. Donc il faut arrêter de subventionner le bois énergie. Ça ne fera pas plaisir à certains, mais pour les forestiers, ce n'est pas gênant parce que ce qu'il faudrait, c'est au contraire envoyer ces subventions dans les industries de transformation pour le bois industrie, pour faire des produits à longue durée de vie. C'est le même bois qui peut servir à l'un ou à l'autre. Et d'ailleurs, il y a un glissement actuellement. Il y avait le bois d'industrie, le bois d'énergie, mais on voit de plus en plus l'appellation BEBI qui rassemble un peu les deux. En fait, mais le BEBI, c'est souvent que du BE. Et il faut revenir au BI, donc il faut bien sûr éviter les coupes rases et viser une sylviculture qui privilégie les gros arbres avec une utilisation de bois d'œuvre et matériaux à longue durée de vie. Et finalement, il ne faut pas oublier que la manière la plus efficace pour lutter contre le réchauffement climatique, c'est diminuer la consommation d'énergie et donc de favoriser l'isolation des bâtiments. J'ai fini ici.